sur la question des pesticides, il y a effectivement un cas d'école qui est assez intéressant quand on parle des lobbies, de leur organisation, de leur méthode. Parce que nous, on a eu la vis elle a pratiqué pendant une quinzaine d'années. Alors, le lobby des pesticides en France, c'est un des premiers lobbies constitués, je pense, au niveau industriel. Alors, il y avait un lobby, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai eu l'occasion de discuter de ça. Un lobby, c'est un groupe d'intérêt. Dans les pesticides, on a déjà vu les producteurs, dès le début des années 20, se regrouper en espèce de syndicat en Allemagne. Hein. C'était après la Première Guerre mondiale. Ces boîtes qui commençaient à produire les premiers pesticides, dont le Zyklon B, d'ailleurs, qui était un des premiers pesticides, dans début des années 20, sont groupés dans une espèce d'organisme qui était un organisme pour la défense des cultures. Bon, c'était la préfiguration de ce qu'est aujourd'hui un lobby industriel des pesticides. On a aujourd'hui un lobby qui est connu, qui a pignon sur rue, à Boulogne-Billancourt, qui s'appelle l'Union des industries de la protection des plantes. C'est joli. Alors, on est toujours dans une novlangue absolument incroyable. C'est comme les risques potentiels. Hein. Les mots sont puissants, les mots ont un sens. Donc, évidemment, pour cette industrie, les stratégies de communication sont essentielles. Donc, on va parler de protection des plantes. Donc, c'est quand même une expression qui est rassurante, qui n'est pas agressive, qui ne fait pas peur. On protège. Plutôt que pesticides. Hein. Pesticides, ça résonne avec homicide, etc. On voit très bien de quoi il s'agit. Et là, c'est quand même tout de suite beaucoup moins sympathique. Donc, dans la langue, il y a eu ce travail qui a impacté jusqu'à la dénomination de ce lobby, hein, Union de l'industrie des protections des plantes. Donc, on a parlé d'ailleurs même de produits phytopharmaceutiques. Et parfois, dans les langages, quand ils se laissent aller, au-delà du phytopharmaceutique, il parle même de produits de santé des plantes. C'est-à-dire qu'on va plutôt du côté du médicament. Donc, alors bon, bien sûr, quand ça dérive comme ça, ils se font toujours un petit peu secouer par les organisations comme la nôtre. Et ils reviennent à quelque chose qui est plus proche du phytosanitaire ou produit de protection des plantes, qui est aussi l'expression internationale européenne, hein, Plant Protection Products, quoi, PPP, l'expression qui est reconnue. Alors, cette UIPP qui a pignon sur rue, donc avec des bureaux à Boulogne-Billancourt, a eu dans l'histoire un certain nombre de ramifications un peu surprenantes. J'ai coécrit un bouquin avec ton collègue Fabrice Nicolino en 2007, qui s'appelait Pesticides, révélations sur un scandale français. Et on a été justement étudier l'historique un peu du lobby des pesticides. Et on s'est aperçu que dans les années 60-70, alors que les produits vraiment arrivaient en masse sur le marché, hein, les pesticides de synthèse sont arrivés en gros au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale massivement sur le marché. Et dans les années 60-70, donc ça battait absolument son plein. Là, on a vu arriver des pratiques incroyables avec des gens qui ont un rôle clé dans l'organisation de ce lobby, notamment un monsieur qui s'appelle Marcel Valta, qui a organisé les premières grosses opérations de lobbying pour l'industrie des pesticides, avec des colloques organisés dans des lieux publics comme celui-ci, avec des ministres invités, la garde républicaine et tout ce monde. Voilà. Mais des colloques purement à la gloire des pesticides, chargés de vendre ces produits miracles qui allaient révolutionner l'agriculture française et qui allaient en faire une agriculture qui allait sortir enfin du Moyen-Âge. Excuse-moi, c'était quelle année ça? Ça, c'est dans les années 70. Dans les années 70, je n'ai pas l'année, je crois que c'est 72, mais enfin dans les années 70. Et donc Marcel Valta, il a aussi l'idée une idée qu'il va développer avec une autre industrie qui est l'industrie de l'amiante, parce que Marcel Valta, c'est le lobbyiste de l'amiante. Et donc on a redécouvert ça avec Fabrice. Et d'ailleurs, quand on a sorti notre bouquin et qu'on a eu les premiers débats avec les représentants de l'UIPP, ils nous ont accusés de mentir, menaçant en mots à peine voilés d'un procès, en disant « mais c'est pas vrai », etc. Hein. Bon, deux jours après, ils avaient redépoussiéré leurs archives, ils s'étaient aperçus que c'était vrai. Et donc l'idée, c'était que ce Marcel Valta, qui avait inventé pour l'amiante, c'est un lobbyiste génial, type qui était vraiment en avance sur son temps, il avait compris que ça ne servait à rien de nier
la dangerosité d'une technique, parce que c'est une ligne de défense qui ne tient pas quand les preuves s'accumulent, et qu'il fallait mieux aller sur une ligne de défense reculée, plus souple, qui est celle de l'utilisation contrôlée. Et pour l'amiante, on connaît les risques et les dangers de l'amiante depuis le début du XXe siècle, et malgré tout, il a fallu attendre presque un siècle pour qu'on prenne des mesures d'interdiction fortes, bien que les risques étaient connus. Mais ça a été possible parce que justement, cette théorie de l'utilisation contrôlée a été mise en œuvre par les lobbyistes de l'amiante. L'utilisation contrôlée, ça revient à dire, plutôt que de nier le danger, de dire non, mais nos produits ne sont pas dangereux. Ça consiste à dire si nos produits sont dangereux, mais s'ils sont utilisés dans les règles de l'art, selon les bonnes pratiques, et c'est l'expression clé, à ce moment-là, le risque est acceptable. Je vais fermer les guillemets. On peut citer presque mot à mot ce que les industriels disent. Et ce qui est assez puissant, parce que déjà, ça ne nie pas l'évidence, donc c'est plus facile à défendre, et en même temps, ça reporte la responsabilité sur l'utilisateur. Et ça, c'est clé. Parce que ce qui est sous-tendu par ça, c'est que ce n'est pas de ma faute, moi, fabricant, si les gens meurent, mais c'est parce que vous ne savez pas utiliser vos produits. Et donc, c'est ce qui a été déployé dans l'industrie de l'amiante, qui a permis de faire perdurer cette industrie-là, ces produits-là. On sait maintenant qu'ils vont faire des dizaines de milliers de morts dans les années qui viennent en France. Et c'est ça qui a été mis en œuvre également dans l'industrie des pesticides. Et Marcel Valta, qui avait théorisé ça pour l'amiante en France, l'a appliqué aux pesticides. Et donc les fabricants de pesticides ne sont pas trompés, ils ont été chercher le meilleur lobbyiste de son temps, donc paix à son âme, il est maintenant décédé, et donc il a déployé ça. Et il a aussi été assez novateur dans le sens où il a créé un machin, je ne sais pas comment trouver le terme, j'appelle ça un machin, enfin un fauné de l'industrie, si vous voulez. J'appelle ça un fauné, c'est-à-dire un organisme qui a un nom ronflant et qui ne dit pas ce qu'il est. Et il a appelé ça protection des plantes et environnement. Donc dans les années 70, toujours la même période. Début des années 70, protection des plantes et environnement. Bon, aujourd'hui, on a l'habitude de voir de la peinture verte un peu partout. Tout le monde fait de l'environnement, Areva, enfin tout le monde fait... voilà, donc c'est greenwashing bien connu. Mais ça, à l'époque, dans les années 70, c'était révolutionnaire. Hein, il y a plus de 40 ans, appeler un organisme protection des plantes et environnement, hein, c'était quand même pas mal. Et on a d'ailleurs, en traçant ce protection des plantes et environnement, bon, son rôle, c'était de faire de la désinformation, clairement. C'était de désinformer, de vanter à la fois l'efficacité des produits et leur innocuité, puisque protection des plantes et environnement, on voit très bien qu'il y a les deux côtés. L'efficacité pour protéger les plantes et environnement, la prise en compte de l'environnement. Donc, ce qui est sous-tendu, c'est les bienfaits environnementaux, hein, c'est même plus que l'innocuité. Donc, on s'est aperçu, en traçant cette organisation, qu'elle avait été transformée en forum pour une agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement, même adresse, etc. On a trouvé les pièces qui montrent qu'ils ont transformé cette association en association qui a porté l'agriculture dite raisonnée sur les fonds baptismaux. L'agriculture raisonnée, c'est une forme d'agriculture, en fait, qui est une agriculture intensive, qui a été portée par l'État de manière assez forte. Bon, ça ne marche plus tellement fort en ce moment, mais ça a été porté assez fortement dans les années 90. Un moment où d'autres alternatives qui, au niveau agronomique, pouvaient réellement réduire l'utilisation des pesticides commençaient à voir le jour. On parle de production, de protection intégrée. Eh bien, le lobby a créé cette forme d'agriculture, parce que vous avez d'un côté l'agriculture biologique, de l'autre côté l'agriculture intensive, et au milieu, il n'y avait rien. La troisième voie, dont on dit souvent qu'elle est la voie de la sagesse, n'existait pas. Et quand cette agriculture dite intégrée a pointé le bout de son nez, les Français étaient des champions de l'agriculture intégrée. Dans les années 50-60, déjà, on avait beaucoup de scientifiques de bon niveau. Eh bien, le lobby a trouvé ça. Ils ont inventé l'agriculture dite raisonnée, qui était la transformation, même adresse, etc., même numéro d'association, de cette association qui était un organe de lobby de l'industrie des pesticides. Et d'ailleurs, les premières années, les financeurs de ce truc-là étaient l'UIPP. Donc l'agriculture raisonnée qu'on nous présente parfois encore, bon, c'est de plus en plus rarement, mais parfois encore un peu comme une agriculture qui viserait à être plus environnementale, etc., c'est une agriculture qui a été créée par les fabricants de pesticides en transformant ce faux-né-là. Donc ça, c'est un peu l'histoire en France, à grands traits, de comment, dès les années 70, il y a 40 ans, on a créé des organismes de désinformation sur la question des pesticides et comment on a lié ça avec l'agriculture raisonnée, qui est une forme d'agriculture qui a été portée par l'État. Moi, je me rappelle dans ma région adoptive de Picardie, où je réside, où je travaillais pendant des années et des années,
avoir assisté à des colloques avec le préfet, les associations de consommateurs, le préfet et le représentant de l'agriculture raisonnée qui expliquait comment non, mais la pollution de l'agriculture, c'était avant, maintenant on avait l'agriculture raisonnée. Donc là, encore une fois, les services de l'État et ces organismes de lobby, créés par le lobby des fabricants de pesticides, marchaient main dans la main. Et ça, c'est une autre caractéristique, c'est qu'il y a toujours eu une proximité entre les services de l'État, soit au niveau national, soit en région, ou en département pour les préfets, et de ce lobby industriel. Ça, c'est les grandes lignes d'où on vient et comment tout ça s'est mis en place. Alors après ça, l'UIPP regroupe à peu près plus de 90%, 92% des producteurs de pesticides en France. Vous avez un échelon européen aussi pour le lobby des fabricants de pesticides qui s'appelle l'ECPA, c'est European Crop Protection Association, l'association des firmes qui produisent des produits de protection des plantes, voilà, protection des cultures. Et d'ailleurs, l'actuel directeur de ce lobby européen, c'est l'ancien responsable français de l'UIPP. C'est Jean-Charles Boquet, contre qui j'ai débattu pendant plus de 10 ans, on se connaît par cœur, qui est maintenant pour service rendu, sans doute qu'il avait été jugé bon, et maintenant monté à l'échelon européen. Et donc en France, il a laissé sa place à une dame qui s'appelle Eugénia Pomaré. Donc ça, c'est l'état de l'art au jour d'aujourd'hui. Et Eugénia Pomaré, quand elle a été nommée il y a un peu plus d'1 an, je me suis trouvé face à quelqu'un que je connaissais très bien, parce que pendant le Grenelle de l'environnement, Eugénia Pomaré, elle était responsable de la négociation pour le plan Ecophyto. Le plan Ecophyto, c'est le plan issu du Grenelle de l'environnement qui vise à réduire de 50% les âges de pesticides en 10 ans si possible, en fonction des alternatives. Je ne me rappelle plus exactement la dénomination. Chaque mot, là aussi, a son sens. Et cette dame-là, elle négociait le plan Ecophyto pour la FNSEA. Donc elle était responsable environnement de la FNSEA. Et elle est passée directrice de l'UIPP, donc le lobby des producteurs de pesticides. Donc autre collusion, je ne prends pas de risque en utilisant ce mot-là, c'est la proximité entre le principal syndicat agricole et le lobby des producteurs de pesticides. D'ailleurs, cette mutation étrange, on est bien la preuve. Hein. C'est effectivement, pendant les négociations sur ce plan Ecophyto, il y avait une similarité de vue quasi totale entre la FNSEA et les producteurs de pesticides. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. On voit très bien qu'ils défendent, tout le moins les dirigeants de la FNSEA, à défaut des adhérents, ils défendent la même agriculture, et donc une agriculture basée sur la chimie, l'utilisation intensive de chimie. Donc ça, c'est État, producteurs de pesticides et FNSEA sont des gens qui sont dans le même bateau et qui rament trop souvent dans le même sens. Alors au niveau de l'État, ça a un petit peu changé, parce que quand je dis les colloques, les congrès qui étaient inaugurés par la garde républicaine sur les pesticides, ça, c'était à l'ancienne. Maintenant, on n'oserait plus faire des choses pareilles, parce que ça serait... Voilà, les choses se savent, Internet, les informations circulent, on prend des photos, des vidéos. Ça, c'était il y a 40 ou 50 ans. Mais encore, il y a très peu de temps, on a vu, vous vous rappelez peut-être de l'affaire du Gaucho et du Régent, ces insecticides tueurs d'abeilles. Des plaintes ont été déposées, hein, ça c'est le début des années 2000. Des enquêtes ont été diligentées. Et donc il y avait des juges qui allaient donc requérir, faire des auditions, qui allaient faire des perquisitions. Et on a vu une directrice générale de l'alimentation refuser. La direction générale de l'alimentation, c'est une des grandes directions du ministère de l'Agriculture. C'est celle qui gère le dossier des pesticides. Et bien, on a vu une directrice générale de l'alimentation refuser de répondre à un juge. Ouais. Pour protéger, mais évidemment, on devine quels intérêts. Et là encore, cette dame, pour avoir refusé, entre autres, de répondre à un juge, elle a été promue, parce que c'est Mme Gélin Lanéel qui, après, a été nommée directrice de l'EFSA. L'EFSA, c'est l'équivalent de l'ANSES en France au niveau européen. C'est l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au niveau européen. Et l'EFSA joue un rôle absolument clé dans cette question des pesticides avec la Direction générale santé-consommation au niveau de la commission. Donc vous voyez, c'est un petit monde, on connaît toutes les personnes. Et elle était plutôt classée à gauche, et il y avait de l'autre côté un autre DGL qui s'est illustré dans le même genre. C'est Thierry Klinger, qui lui avait fait vraiment très fort aussi dans le refus de répondre aux réquisitions des juges.
et qui voilà, avait eu la même attitude de refus de coopérer pour protéger évidemment l'intérêt des firmes dans un dossier dans lequel on sait par exemple que le gaucho est dangereux et nuisible pour les abeilles depuis 2003. Il y a un rapport absolument incontestable d'un comité scientifique et technique qui le disait. Et pourtant, donc ils ont réussi à gagner du temps grâce à cette attitude des plus hauts niveaux des services de l'État. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée des collusions qui existent. Excusez-moi, comment ils font? Ils viennent pas à la... Ils refusent de répondre, simplement. Ils refusent de répondre. Simplement, le juge les interroge Oui, ils refusent de répondre. il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. C'est pas ça, il y a d'autres Non. qui peuvent très bien faire ça. Non, il n'y a pas eu de sanction judiciaire, et non seulement il n'y a pas eu de sanction administrative, il y a même eu récompense, hein, puisque le poste de l'EFSA, c'est un poste prestigieux. Mais donc le juge, il est puissant si on ne répond pas. Un juge En tout cas, il n'a pas trouvé les voies et moyens de sanctionner. Donc moi, après, je ne suis pas juriste, il faudrait effectivement creuser l'affaire pour voir pourquoi il n'y a pas eu de sanction, mais en tout cas, apparemment, le fait de faire ça, ça n'ouvre pas à des sanctions. En tout cas, dans ce cas-là, ça n'a pas donné lieu à des sanctions. Parce que normalement, excusez-moi, c'est Oui. un travail à la justice, non? On ne peut pas considérer ça comme une entrave à la justice. Ça n'a pas été le cas, hein. Ça n'a pas été considéré comme tel. Pourtant, il y a eu à un moment donné un refus de répondre en arguant du droit de réserve, etc. Donc voilà. Mais c'est une affaire qui était éminemment politique à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu cette situation de fait qui est aberrante. Effectivement, moi aussi, les bras m'en tombent quand j'en parle, mais on peut retracer tout ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de condamnation majeure de la part pour les firmes non plus, quand on regarde après ce qui s'est passé. Alors, juste un aparté, là. Est-ce que éventuellement les personnes pourraient se pousser sur la droite pour permettre aux nouveaux venus de... Ce serait plus simple, en fait. Bon. bonjour. Alors après ça, les méthodes de ces lobbies, parce qu'une fois qu'on voit quelles sont les structures en place, comment ça se passe, quelles alliances fonctionnent, la grosse méthode de travail de l'UIPP, c'est de rassurer sur l'innocuité supposée des produits, en se basant d'abord sur le fait qu'ils sont homologués. Et le discours qui est tenu, c'est, ouvrez les guillemets, nos produits sont homologués, donc le risque est jugé acceptable, enfin, faible et jugé acceptable. Donc là, niveau clé, c'est l'homologation, derrière. Donc on verra que la bataille de l'homologation des produits est essentielle. Bon, là, pour les nanoparticules, c'est pas la même chose, puisqu'ils ont réussi à zapper l'échelon. Oui, ils s'adaptent. Hein. Les OGM, ils sont aussi... étaient obligés de passer à travers des autorisations, mais pas dans l'autre dossier. Pour les pesticides, donc, il est essentiel de passer à l'homologation. Et puis, après ça, l'idée de l'utilisation contrôlée, et donc de la responsabilité de l'utilisateur. Et vous avez peut-être entendu parler d'un monsieur un agriculteur qui s'appelle Paul François, qui a été empoisonné en ouvrant une cuve qu'il croyait complètement vide. Il restait quelques litres au fond d'un mélange de Lasso, qui est un produit de chez Monsanto. Et donc, il a pris une bonne bouffée de ce produit qui restait au fond de sa cuve, parce que la cuve était restée au soleil. Et donc, parmi les arguments de l'industrie, il y avait l'argument de dire, mais attendez, vous avez fait une faute de manipulation, c'est de votre faute, vous avez mal travaillé, vous êtes responsable de ce qui vous arrive, parce que ce n'est pas une utilisation normale, entre guillemets. Mais pour concevoir l'homologation des produits, il faut concevoir un risque. Pour concevoir un risque, il faut avoir une idée de la dangerosité du produit et évaluer l'exposition. Mais quand on évalue l'exposition, en gros, le risque, c'est le danger multiplié par l'exposition. Et donc l'exposition, elle est théorisée à travers un certain nombre de pratiques qui sont censées la réduire et un certain nombre d'équipements qui sont censés la réduire. Les masques, les combinaisons, les gants, etc. Sauf que dans la pratique, dans la vraie vie des agriculteurs, quand il fait 35 ou 40 degrés, vous ne mettez pas forcément les équipements. Premièrement, dans la pratique, les gants, il faut les mettre, les démettre, c'est très compliqué. Et donc, les estimations d'exposition et donc de risque sont, à mon sens, sous-estimées. Et en plus, on s'est aperçu il y a peu de temps, et c'était un peu la panique au niveau de l'ANSES qui est chargé donc d'évaluer ça. Les combinaisons de protection n'étaient pas efficaces pour tous les produits. C'est-à-dire qu'il y avait des produits qui pouvaient passer ça à travers les coutures, soit même à travers les matériaux. Et donc, plusieurs niveaux de sous-estimation de l'exposition, donc de sous-estimation du risque. Mais
L'industrie, un de ses boulots, c'est de s'assurer que les exigences en termes d'évaluation soient suffisamment favorables pour que les produits puissent arriver sur le marché. Et donc c'est là où ils interviennent. Alors, une des façons d'avoir une évaluation favorable, c'est de sous-estimer l'exposition, parce que comme ça on sous-estime le risque. Et après, une autre façon de pouvoir garantir et maintenir la présence des produits sur le marché, c'est de maintenir des vides en matière d'exigence. Dans ces vides en matière d'exigence, il y en a un qui est majeur, c'est que les produits tels qu'ils sont vendus dans le bidon, ça c'en est pas, je vous rassure, sinon j'en boirais pas, ils sont pas testés pour leurs effets chroniques. Ce qui est testé pour les effets à long terme. En gros, c'est des tests sur rats sur 2 ans, sur vie entière sur rats. Si on veut avoir une idée de ce que un produit va avoir comme effet chronique sur la vie entière d'un organisme vivant complet, on fait un test sur la vie entière. Donc on ne fait pas des tests sur des humains, bien sûr, parce que ce n'est pas éthique, en plus ce serait très long, mais on fait ça sur des rats, c'est 2 ans. Les tests sur les produits formulés, tels qu'ils sont vendus et utilisés par les agriculteurs sur 2 ans, ne sont pas faits, ne sont pas requis. Vous avez, comme tout le monde, j'imagine, entendu parler de l'étude de Gilles Salini en 2012, qui a fait beaucoup de bruit avec ces rats, avec des tumeurs, etc. Ça a été beaucoup critiqué, mais d'ailleurs les lobbies, on en parlera, un gros chimique, on joue un rôle essentiel là-dedans. Mais elle a eu au moins, sans doute plus que ça, mais au moins une grande qualité, c'est qu'elle a rappelé, elle a pointé le fait que les OGM, bien sûr, mais les produits phytosanitaires, les pesticides tels qu'ils sont vendus, ne sont pas testés pour leurs effets chroniques. Ce n'est pas requis. Et lui, donc justement, dans cette étude-là, avait pour la première fois fait des tests sur rats sur 2 ans, c'est la vie entière, à la fois sur un OGM et le pesticide qui allait avec, c'est-à-dire le Roundup. Voilà. Et donc, il s'est fait descendre d'ailleurs sur la supposée manque de qualité de son étude. Effectivement, alors je passe sur les rats qui n'étaient pas les bons, parce que ça, c'est du vent, mais la puissance statistique était un peu faible à cause d'un trop faible nombre de rats, sauf qu'il en avait utilisé autant, voire même plus que Monsanto dans les études en toxicité aiguë, et que les tests en chronique sur les produits formulés n'étaient jamais faits. Voilà. Donc le fait de pouvoir garder pour l'industrie ce trou dans la raquette énorme, c'est-à-dire le fait que dans la réalité, ce à quoi sont exposés les agriculteurs et ce qui part dans l'environnement, quand nous on a beaucoup de coups de téléphone en tant qu'association de gens qui se plaignent maintenant à la campagne, les pâtures qui ont été vendues comme terrain à bâtir, des pâtures qui ont été retournées comme champs, et donc les pulvérisateurs sont sous les fenêtres des gens en bordure de région parisienne, c'est sans arrêt. Les gens sont exposés à ces produits tels qu'ils sont formulés, c'est-à-dire la matière active plus les solvants, les diluants, les surfactants, les synergisants qui vont avec. Et dans le cas de Paul François que j'évoquais avant, c'était justement un adjuvant, c'était du benzène qu'il avait intoxiqué. Donc, si on n'évalue pas les effets chroniques du mélange, eh bien, effectivement, on sous-estime le risque. Et donc, un des gros boulots du lobby industriel, c'est de garder ces manques dans l'évaluation. Un de leurs autres gros boulots, c'est d'essayer d'obtenir des dérogations. Alors ça, on parlait des élections européennes, c'est d'actualité. Les textes qui cadrent l'homologation, l'autorisation des pesticides sont des textes européens pour les matières actives. Pour les substances telles qu'elles sont vendues, les produits commerciaux, c'est le pays national qui autorise. Et les autorisations sont assez complexes parce que c'est un produit pour une culture. C'est-à-dire on va autoriser le produit tartempion sur la betterave. Il faudra une autre homologation pour autoriser le produit tartempion sur le blé et une autre pour l'autoriser sur l'orge. Donc, parfois, il y a des dérogations qui sont données aux 2 niveaux, à la fois au niveau national et au niveau européen. Et au niveau européen, on a vu en 2010 une épidémie, si je peux me permettre d'employer ce terme, une épidémie de dérogations accordées par le ministre de l'Agriculture de l'époque au niveau européen. Alors, il existe plein de types de dérogations possibles pour les autorisations de mise sur le marché de pesticides. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y en a une qui s'appelle la dérogation pour utilisation de 120 jours. Vous pouvez obtenir une dérogation pour utiliser un produit pesticide pendant 120 jours si vous remplissez 2 conditions. 1, il faut avoir un risque imprévisible, et 2, il ne faut pas qu'il existe d'alternative autorisée sur le marché. Donc, si vous remplissez ces 2 conditions, vous pouvez avoir une dérogation de 120 jours.
Mais quand vous avez des dérogations de ce type qui sont accordées pour la présence de pucerons sur les salades, vous allez regarder sur le site du ministère de l'Agriculture, vous apercevez qu'il y a une liste longue comme le bras de produits qui sont déjà homologués pour lutter contre le puceron sur les salades. Et vous savez aussi que la présence de pucerons sur les salades, ce n'est pas un fléau totalement imprévisible, loin de là, puisque d'ailleurs, sinon, il n'y aurait pas autant de produits qui sont déjà homologués si c'était un ravageur qui venait de, je ne sais pas moi, d'Afrique et qui, pour la première fois, serait venu frapper ces cultures-là en France. Donc ces dérogations, elles avaient été données à l'époque par Bruno Le Maire, Larga Manu, et puisqu'on était passé, nous on l'avait vu, parce que la France ne donnait jamais ce type de dérogation depuis des années, et d'un seul coup il y en a eu 74 de données, donc on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe en France? Les sauterelles ont envahi le pays, et, les cultures sont menacées, allons voir ça de plus près. On s'est aperçu que c'était simplement des groupes de pression. Grenelle de l'environnement 2007, donc on a vu le plan pour réduire l'utilisation des pesticides arriver en 2009, et puis en 2010, vous avez tous souvenir qu'il y a eu un retour de balancier politique avec les déclarations du président de la République de l'époque, qui a sorti son fameux « L'environnement, ça commence à bien faire » au Salon de l'Agriculture. C'était le signe que les temps changeant, il avait plutôt intérêt à communiquer sur autre chose que l'environnement. Et donc, voilà, c'était plutôt le lobby agricole, la FNSEA et l'agrochimie qui reprenaient la main, tout du moins lui dans son plan de communication. Et donc là, on a vu le ministre de l'Agriculture accorder des dérogations à n'en plus finir pour permettre à ces producteurs, c'est souvent sur des productions qui ne sont pas des grosses productions. Il y a des gens très actifs dans le secteur de la production de la mâche. On les voit beaucoup s'énerver, c'est des gens assez énervés, en disant « Oh, on n'a pas… » C'est toujours cette culture-là qui est mise en avant par les lobbies du secteur, des fruits et légumes. Parce que vous avez, au-delà de l'UIPP, vous avez des lobbies de producteurs aussi. Hein, et vous avez un collectif qui s'appelle Sauvons les fruits et légumes, qui sont très bien, ceux-là. Ils sont très, très bien, ils me plaisent beaucoup. Ils sont sous la houlette d'un monsieur qui s'appelle Daniel Sauvêtre, qui est assez irascible, je dois dire. Il y avait eu un film fait par Éric Guéret, qui est un réalisateur qui a réalisé, après ça, La mort est dans le pré, qui est un documentaire qui montre, qui a été primé d'ailleurs, de nombreuses fois, qui montre les maladies contractées par les agriculteurs au contact des pesticides. Hein. Et donc il avait fait un docu pour la télé, dont j'ai oublié le nom depuis, et il avait tourné une séquence chez Daniel Sauvette, producteur de pommes, qui lui, bon, quand on l'écoute un petit peu, on a l'impression qu'il est presque en bio, en fait il ne l'est pas du tout. Et donc moi j'avais aussi analysé les résidus présents sur ces pommes, et donc il était devenu fou, il avait porté plainte contre la terre entière, ou au moins la moitié. Et il a voulu me coincer sur ce truc-là. Mais bon, moi, j'avais commenté une analyse. Bon, pour m'embastiller, il fallait quand même un peu plus. Et donc, ce sont des gens qui sont, là, cette fois-ci, du côté des groupes de pression de producteurs. Et qui crient à l'impasse technique en général. Ça, c'est le truc classique, hein, l'impasse technique. On ne peut pas laisser ces productions dites mineures sans solution parce que, voilà… Alors eux, ils ont tendance à taper un petit peu sur l'agro-industrie en disant oui, nous on est des petites productions, donc ça n'intéresse pas l'industrie qui n'investit pas pour trouver des solutions en termes de phyto pour nos petites productions. Et donc la solution, la porte de sortie, c'est de donner des dérogations, du type dérogation de 120 jours, etc. etc. Oh, je vois que le temps passe, donc il va falloir à un moment donné que je réponde à des questions. Mais autre technique, cette fois-ci, c'est le gros lobby au niveau… Il est au niveau européen. Quand on va discuter des règlements, et on a sur la question des pesticides un nouveau règlement qui a été adopté en 2009, hein, qui remplace une directive de 1991, ça s'appelle le règlement 1107-2009. Et c'est un règlement dans lequel donc la rapporteure, c'était une députée verte allemande, qui s'appelle Hiltrud Breyer. C'est un règlement dans lequel on a réussi quand même à faire passer un certain nombre de trucs. Quand je dis nous, c'est les associations européennes qui travaillent sur le sujet. Il y a un réseau qui s'appelle Pesticide Action Network. On a un lobby, nous, en fait, hein, aussi. Hein, un lobby, en fait, pour les anglo-saxons, c'est un groupe de pression. En France, on dit lobby, c'est un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'étranglent avec ça. Moi, j'ai un peu cette culture anglo-saxonne, parce qu'on bosse beaucoup à l'étranger. Bon, voilà. Effectivement, on est un groupe de pression citoyen, si ça peut vous faire plaisir, mais
en fait, le travail est le même, sauf que les causes défendues ne sont pas du tout les mêmes. On défend l'intérêt général, on n'a pas une puissance financière, etc. Mais donc pour les anglo-saxons, voilà, on est dans les arènes internationales, c'est non-governmental organizations. Hein, donc les lobbies industriels et les ONG environnementales sont classés dans la même catégorie. Ce qui, bien sûr, est une aberration, j'en conviens. Et bien là, on l'a vu au moment de ce règlement, des efforts assez considérables déployés, mais on a quand même réussi à faire passer l'idée qu'un certain nombre de produits, de matières actives, puisqu'on est au niveau européen, ayant certaines caractéristiques, devaient être exclus a priori. Et ça, c'était une vraie avancée, puisque, vous savez, on est plutôt sur une évaluation du risque. Sur les pesticides, on dit oui, le produit est dangereux, mais si vous n'êtes pas exposé au-delà d'une certaine dose, donc vous risquez rien, le risque est acceptable. Alors que sur les perturbateurs endocriniens, justement, et les pesticides perturbateurs endocriniens, pour lesquels les scientifiques jugent maintenant qu'il y a probablement pour beaucoup d'entre eux pas de dose sûre, puisqu'ils agissent à très faible dose. Parfois même, la relation dose-effet est telle qu'elle n'est pas linéaire. On a même des courbes inversées, hein, relation dose-effet inversée. Quand vous diminuez la dose, l'effet, au lieu de diminuer ou disparaître, il augmente. Et donc le législateur a convenu que pour cette catégorie de produits, il convenait de les exclure a priori sur des caractéristiques de danger. Voilà. Donc ça, c'était une grande victoire. On était content d'avoir fait passer ça. On n'avait pas tout fait passer, loin de là, mais ça, c'était fait. Et donc la Commission européenne devait définir, pour le 14 décembre 2013, les critères qui permettraient donc de donner la définition des perturbateurs endocriniens pouvant avoir un effet, susceptible d'avoir un effet néfaste pour l'homme, c'est la définition. Sauf qu'elle n'a pas fait ce travail. Elle n'a pas fait ce travail, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une organisation de désinformation, une contre-attaque du lobby, qui a commencé à dire, attendez, si on applique des critères stricts, on ne pourra plus utiliser les produits de la famille des triazoles, etc. Donc, ce sont en gros des fongicides utilisés sur les grandes cultures. Et donc, demain, on ne pourra plus produire de céréales en Europe. Donc, je vous annonce la famine imminente. C'était ce type d'argument. Donc, il y a eu un tir de barrage, déjà. C'est un peu comme dans la guerre. Là, c'était le rôle de l'artillerie. Et après, l'artillerie, c'est la cavalerie qui est arrivée. La cavalerie, elle a pris la forme d'un harcèlement d'un certain nombre de scientifiques qui ont fait des courriers, qui ont envoyé des lettres. Il y avait donc, au total 18 scientifiques qui ont écrit à la commission en disant que c'était une aberration scientifique, ça ne reposait sur rien. Je vous rappelle qu'on parle d'un règlement qui a été voté par le Parlement et adopté en codécision au final, hein, avec la commission et le Conseil. On ne parle pas d'un texte comme ça, hein. C'est un texte adopté, qui est en force de loi au niveau européen. Eh bien, ils ont réussi à faire arrêter les travaux de la Commission européenne, qui a décidé qu'il était urgent de faire une évaluation socio-économique. Autre mot-clé à mémoriser, quand vous entendez dans les débats, etc., évaluation socio-économique, ça veut dire que vous pouvez vous faire du souci, que votre texte qui était censé protéger l'environnement, en général, on renverse les valeurs et à un moment donné, on vous dit évaluation socio-économique. C'est ce qui s'est passé pendant le Grenelle de l'environnement. Pour faire court, il y a eu un Grenelle 1, un Grenelle 2, il y a eu deux vagues de législation qui sont passées. Et dans la deuxième, on était passé donc 2010, dans la période où il était urgent, que l'environnement, plutôt que ça commençait à bien faire, donc il était urgent de faire autre chose. Et donc là, on a vu, pareil, des lois dans lesquelles on disait qu'il faut faire une évaluation socio-économique. Bon là, pareil, au niveau européen, évaluation socio-économique, etc. Ça bloquait le système. On s'est aperçu, ta collègue Stéphane Aurel, après, s'est aperçu que sur les 18 scientifiques, il y en avait 17 qui étaient en conflit d'intérêt avec l'industrie, notamment l'industrie chimique, donc des gens qui n'étaient pas complètement indépendants. Et après, il y a eu un meeting, une réunion d'experts sous la houlette de la conseillère scientifique du président de la Commission européenne, Anne Glover. Anne Glover qui, au passage, est quelqu'un qui vient, avant d'être conseillère pour Barroso, elle travaillait, elle avait des relations avec l'ILSI, qui est un des principaux lobby industriel européen. Donc, ce meeting d'experts, sous la houlette aussi du professeur Andreas Kortenkamp, qui est un spécialiste des perturbateurs endocriniens, qui est à la faculté de médecine de Londres, remet les choses dans l'ordre, dit non, mais attendez, il y a quand même un minimum de consensus scientifique, même s'il y a des différences sur certains points de vue, pour dire que oui, les perturbateurs endocriniens, il y a des effets à faible dose, il y a des effets cocktails possibles. Là, c'est la période d'exposition qui importe, etc., plus que la quantité, donc nouveau paradigme scientifique, etc. Et arrête les affaires. Sauf que le mal était déjà fait.
et que donc tout a été bloqué, et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de définition de ce qu'est un perturbateur endocrinien. Toujours pas, et donc on ne peut toujours pas les exclure, bien que le règlement le prévoit. Les exclure au fur et à mesure qu'ils reviendront en autorisation, que les dossiers passeront. Rassurez-vous, c'est lent. Parce qu'on n'a pas de définition. Donc, par définition, si j'ose dire, on ne peut pas exclure quelque chose qu'on ne sait pas définir. Donc, c'est une façon assez amusante de régler le problème. Et en France, en relation avec cet épisode européen-là, on a eu donc une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui a été discutée. Ségolène Royal l'a sortie, exhumée il y a quelques jours. Bon, elle n'a pas fait le travail, hein, c'est les ministres d'avant qui ont fait le travail, je vous rassure. Le travail a commencé il y a un peu plus d'un an, avec un groupe de suivi sur la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. C'est une stratégie nationale, ça n'a pas de force de loi, c'est un cadre. Bon, voilà. Au début, c'était dans les mains du ministère de la Santé. C'était très nul. Pas de vision. Enfin, la vision, c'était quelque chose qui n'avait pas d'importance. Donc, je demandais même au début des travaux pourquoi on faisait des réunions de travail sur les perturbateurs endocriniens, parce que ce n'était pas un problème. Donc c'était d'ailleurs un paradoxe, c'est que le ministère de la Santé considérait qu'a priori il n'y avait pas de problème sanitaire. Donc, voilà. Donc ça a beaucoup clashé, et après c'est le ministère avec les associations, hein. C'est le ministère de l'écologie qui a récupéré le dossier, ça s'est quand même mieux passé. Eh bien, dans ce texte, alors, qui a tardé à sortir, il devait sortir en juin 2013, et comme au niveau européen ça freinait sous l'action des lobbies, de la même manière au niveau national, on a vu les choses se freiner, et on a attendu juin, juillet, août, septembre, et puis on n'a plus rien entendu après. Et il était urgent d'attendre aussi. Donc on voit le parallèle était assez saisissant. Dans ce texte-là, moi, dans une réunion, d'un seul coup, je débusque un paragraphe hallucinant au milieu de ce texte-là, prévoyant que la France, alors je rappelle que c'était une stratégie nationale qui visait à faire en sorte que la France soit aux avant-postes, normalement, dans le discours des politiques, aux avant-postes de la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Mais à l'intérieur de ce texte, il y avait un paragraphe qui prévoyait que la France pourrait demander une révision au niveau européen des critères d'exclusion des pesticides. C'est-à-dire que dans ce texte, il y avait un piège tic-tac, qui prévoyait qu'on pourrait finalement désosser, défaire la seule législation européenne sur laquelle on puisse s'appuyer pour retirer du marché des perturbateurs endocriniens, qui est le règlement sur les pesticides. Et donc, demander à réviser les critères d'exclusion, c'est de demander à revenir en arrière sur la législation européenne telle qu'elle est écrite aujourd'hui, puisque la définition doit être donnée, mais les critères d'exclusion sont simples. Si on considère que c'est un perturbateur endocrinien susceptible d'avoir un effet néfaste sur l'homme, on doit l'exclure. Ça a été voté. Eh bien, dans cette stratégie, quelqu'un ou quelqu'une avait trouvé moyen de mettre ce paragraphe-là. Alors moi, bien sûr, pendant 3 séances successives, j'ai demandé, mais qui a écrit ce truc ? Jamais un ministère m'a répondu. Ils sont tous regardés leurs chaussures, me disaient, c'est pas nous, c'est toi, non, c'est pas moi. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui qui avait écrit ce truc-là. À un moment donné, il n'y avait plus que le MEDEF qui soutenait ce paragraphe. Et pourtant, de réunion en réunion, le paragraphe restait dans le texte. Donc c'est quand même incroyable, hein. Donc on a fait une pétition, on a commencé à faire parler de ça dans les médias. On a dit, on les a menacés des pires opérations de communication. Donc si ça reste, on va vous pourrir. Enfin voilà. Et alors heureusement, c'est sorti au final du texte, parce que aussi c'est le ministère de l'écologie qui a repris complètement le bébé. Et pour avoir discuté avec la Direction générale de l'alimentation au niveau du ministère de l'Agriculture, ils m'ont juré les grands dieux qu'ils n'étaient pas favorables à ça et qu'ils trouvaient que c'était une ânerie et que ce n'était pas eux. Donc je soupçonne plutôt le ministère de l'Industrie d'avoir essayé de maintenir ce truc-là dans le texte. Mais pour vous dire comment les intérêts industriels peuvent essayer de maintenir comme ça des morceaux de texte. Mais vous imaginez si on avait laissé passer ce truc, quoi. On a été d'ailleurs totalement ridicule, ça aurait prouvé qu'on n'avait pas bien fait notre travail, nous, associations, mais ça aurait gardé le verre dans le fruit d'une manière incroyable. Ça aurait permis, en s'appuyant sur cette stratégie qu'on aurait, nous, approuvé, de démonter le seul texte visant à toucher les perturbateurs endocriniens au niveau européen, un texte d'importance, parce que le texte sur les pesticides, si on a une bonne définition, parce qu'après ça, il y a où on va mettre la définition, hein. L'industrie communique en disant, mais attendez, si on voit une définition comme vous le voulez, vous les ONG, demain on classera le café perturbateur endocrinien, le paracétamol, et les gens ne pourront plus boire de café et auront mal à la tête, et ce sera de votre faute. C'est pratiquement ce qu'ils nous disent, hein. Voilà. Eh bien, si on a une définition qui protège bien, effectivement, ça aura un effet sur les pesticides, mais demain, par harmonisation entre les différentes législations, on aura un retrait de ces mêmes perturbateurs endocriniens dans la législation sur les biocides, dans celle sur les cosmétiques et dans la législation REACH pour l'ensemble des produits chimiques. Donc, bien sûr, c'est un peu la mère de toutes les batailles pour l'industrie chimique qui ne veut surtout pas avoir une définition qui soit protectrice et qui exclut beaucoup de molécules pour
des raisons de prévention. Voilà. Et c'est pour ça que ça a conduit à l'irruption de ce passage, de ce paragraphe C.2.2 dans le projet de stratégie sur les perturbateurs endocriniens qui visait finalement à complètement pourrir le truc parce que ça aurait été une stratégie qui aurait visé à saboter l'ensemble du processus européen qui est encore vivant à ce jour, même si la Commission européenne ne nous donne pas de ces nouvelles.